Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre maintenant, hein. Donc, il y aura peut-être quelques personnes, on est déjà nombreux. Donc, je me présente, hein, je m'appelle Bruno Lejar, je suis responsable, un des cofondateurs de Smart Testing et puis donc responsable du laboratoire IA qui développe des technologies pour le test, hein. Donc, et en particulier depuis maintenant quelques temps des technologies sur des architectures qu'on appelle agents d'IA générative. Alors, ce webinaire, d'une certaine façon, il s'inscrit dans une continuité, hein, puisque donc durant les, les- ces, cette dernière période, hein, depuis 18 mois, j'ai fait plusieurs webinaires pour partager, hein. L'idée, c'est de partager à la fois les bonnes pratiques de l'IA pour les tests, mais aussi sur les techniques de prompting, sur les différentes modalités d'utilisation, sur les risques, hein, aussi. Et avec les agents, il est clair que on arrive à un palier, à une nouvelle phase, hein, de l'IA générative qui va avoir un impact considérable sur le métier, puisque vous allez le voir, hein, une façon d'intégrer, c'est une architecture, hein, finalement applicative, d'application IA qui permet d'intégrer et aussi d'automatiser, d'augmenter finalement l'impact donc de l'IA dans nos activités. Voilà, donc l'idée de ce webinaire, c'est d'être à la fois donc du partage, mais aussi de vous montrer des choses et de vous faire essayer, hein. Donc, il est structuré en deux parties. Je vais déjà partager finalement cette évolution de ces derniers mois du chatbot qu'on pratique, hein, tous et qui est maintenant rentré finalement dans des pratiques habituelles, hein, de plus en plus, vers les architectures je vous parlerai de workflow basés sur les modèles d'IA, mais aussi, voilà, on fera un focus surtout sur les architectures d'agents et qui m'amènera à vous présenter concrètement un agent pour exécuter les cas de test manuels. Et je ferai bien la différence entre ces différentes modalités d'utilisation de l'IA générative et quel est finalement le champ d'intervention de chacune de ces modalités. On peut parler de modalités. Alors, commençons par finalement l'état un peu de la communauté, hein. Là, je vous montre donc une image qui est extraite de l'enquête IA du Comité français des tests logiciels, hein, du CFTL, donc enquête de 2024. La prochaine sera faite à la fin de l'année là, pour l'enquête 2025 et certainement qu'on verra des évolutions. Mais en tout cas, sur les cas d'usage, on voit que déjà l'impact de l'IA générative va être assez diffuse ou en tout cas concerner une multitude d'activités sur l'ensemble des activités du process de test, mais aussi en même temps que pour ce qui est finalement de ce sur quoi les organisations ont démarré, on voit un trio qui en ressort de façon très claire, hein, et qui suit finalement le cycle de test. D'abord, utiliser l'IA générative pour l'amélioration du backlog, c'est-à-dire des critères d'acceptation qui vont être à la base, hein, de la conception de nos tests. Donc, derrière, utiliser l'IA générative pour nous assister dans la conception et puis utiliser l'IA générative pour l'automatisation des tests. Alors, c'est sur ce dernier point, non pas sur l'automatisation, vous allez le voir, mais sur une exécution automatique à base d'agents que je vous montrerai le focus et de quelle façon justement ces architectures d'agents IA apportent de nouvelles capacités, de nouvelles opportunités finalement pour augmenter l'automatisation des tâches de test et on va rentrer dans le détail. Mais voilà, partons de ces cas d'usage, hein, qui sont en train d'infuser nos pratiques de test avec des avancées plus ou moins rapides suivant les organisations. Euh, pour finalement démarrer là où on a tous, de la manière dont on a tous pris le sujet, hein, c'est évidemment au travers des chatbots. Les chatbots, c'est quoi? C'est une interface qui permet de requêter, hein, d'avoir au travers de prompts, des LLM. Les LLM sont ces modèles d'IA générative, hein, donc des grands modèles de langage qui ont été entraînés, qui ont été affinés dans leur fonctionnement
avec des techniques d'apprentissage supervisé, hein. On va à partir de la donnée, il y a ensuite l'entraînement sur les tâches. Et derrière, vous voyez ces logos, ben, on a aujourd'hui une disponibilité assez large, hein. On a même au-delà de ces 4 noms que vous voyez, hein, OpenAI, Anthropic, là c'est le logo de Gemini, un produit Google, et puis Mistral, hein, qui est une entreprise française. Au-delà de ces fournisseurs-là, il y en a bien une dizaine, hein, qui amènent donc des modèles de qualité. Donc ces modèles, on les utilise pour des tâches de test et au-delà, hein, à partir de ce mode chatbot, de prompt et de réponse. Et cette mécanique-là a été étendue dans plusieurs directions, et en particulier une qui est importante pour nous, et qui est importante parce que le RAG, donc une technique d'augmentation du prompt à partir donc du contexte, des données contextuelles projet, eh bien, cette technique-là, elle va permettre d'améliorer la mise en contexte de la requête pour optimiser la pertinence de la réponse. Parce qu'évidemment, prenons l'exemple d'une génération de cas de test, mettons Gherkin, à partir de conditions de test qui portent sur différentes règles métiers. L'accès au backlog donc du projet et l'extraction des règles métiers de façon automatique, hein, par le RAG, évidemment, va permettre une acuité, une pertinence beaucoup plus forte de la réponse que si on ne l'avait pas fait. Donc, ces technologies donc, de s'appuyer sur une extraction de données, hein, qui nécessite bien sûr une mise en place et évidemment un apport au service finalement de l'IA pour le test. Donc alors, au-delà de ces évolutions, on reste quand même dans un cadre défini, hein. Ce cadre, c'est l'interface que vous connaissez. On a cette interface de prompting et puis les réponses. Bien sûr que les techniques de prompting sont importantes ici, mais si on se projette sur une intégration dans le process de test, on peut dire que les chatbots sont un bon moyen d'entrer dans le sujet, que les chatbots sont un bon moyen pour faire des tâches un peu spécifiques qui ne sont pas forcément récurrentes, mais qui donnent toute la souplesse pour pouvoir bâtir le prompt qui va bien, amener les données par copier-coller, etc., pour explorer de nouvelles tâches, et que c'est donc finalement un moyen qui va persister. Mais à côté de ces moyens, de ce chatbot, donc de ces requêtes via l'interface que vous connaissez, que vous pratiquez, eh bien, l'évolution actuelle des architectures, des systèmes basés sur l'IA générative nous offre des capacités supplémentaires en adressant donc les modèles d'IA, hein, donc les grands modèles de langage via leur API, au travers d'architectures qu'on appelle les workflows, donc l'enchaînement de tâches basées sur les LLM, et puis des agents qui vont agir, qui vont planifier, raisonner et agir, qui sont donc une évolution supplémentaire et qui sont des architectures intégrables, donc qui sont mieux adaptées aux tâches répétitives, plus pertinentes pour aller sur un degré d'automatisation plus élevé, donc par l'IA, des tâches et des activités de test, des tâches de test, et puis qui permettent, hein, qui sont la bonne architecture pour l'intégration dans l'outillage, dans le workflow de travail, hein. Et donc, c'est ça, sur ces architectures et de workflow, puis ensuite d'agents qu'on va poursuivre. Alors, je l'ai pas dit, hein, mais pardon. N'hésitez pas au fil de l'eau à mettre vos questions, hein, dans le système de questions-réponses, et parce que on va prendre un temps, et hein, c'est fait pour ça, c'est du partage, du dialogue, pour traiter voilà, les questions. Et si on n'avait pas le temps de traiter toutes les questions, on y répondrait après. Donc voilà, donc toutes les questions sont bonnes et vous pouvez les poser en parallèle sur Zoom. Alors, rentrons dans cette architecture de workflow. En fait, il y a plusieurs types d'architecture. J'en ai représenté une, hein, qui est une architecture de type prompt chaining, où en fait, on construit une application de type workflow LLM pour lequel on va évidemment extraire
des données, par exemple une user story. Imaginons que le premier traitement soit la création des critères d'acceptation ou le raffinement des scénarios d'acceptation, par exemple, et puis que le deuxième soit la création du script automatisé. Donc vous voyez, eh bien, ici, le prompt sera prédéfini, l'accès aux données, donc l'utilisateur va choisir la user story sur lequel travailler, et puis le traitement donc développé dans ce workflow basé sur des modèles de langage va permettre dans un premier temps d'aller générer les cas de test Gherkin à partir de la user story, et puis derrière, avec ou sans intervention de révision, et certainement avec là, puisque il peut y avoir des approximations qu'il est important de corriger, et c'est l'expertise humaine qui intervient ici, et bien enchaîner sur une deuxième tâche qui crée donc un workflow pour avoir derrière, par exemple, des scripts automatisés en sortie. Et puis derrière, évidemment, un traitement qui va être un traitement éventuellement de mise au point. Donc, c'est ça l'idée du workflow. Alors, il y a d'autres architectures comme je focalise sur les agents, je n'ai pas étayé tout ça, mais par exemple, on peut avoir un traitement LLM, par exemple, pour générer, donc, comme on l'évoquait, des cas de test ou analyser un rapport d'anomalie, et puis derrière, utiliser un LLM comme évaluateur de telle façon que l'évaluateur, donc automatisé au travers d'un traitement basé sur un modèle d'IA, va rendre ses conclusions au générateur. Donc ici, imaginez qu'on a un générateur, par exemple, d'analyse de rapport d'anomalie, un vérificateur, donc un autre traitement, un autre prompt, et que finalement, il y aura une boucle ici jusqu'à temps qu'il y ait un niveau de satisfaction atteint pour produire le résultat de façon à améliorer. Donc, vous voyez, ces workflows LLM sont assez souples, mais ils sont basés vraiment sur une séquence prédéfinie de traitement avec des prompts prédéfinis, des données capturées en entrée, et puis l'utilisateur va les déclencher dans son environnement, les appels au LLM étant faits via leur API. Alors, j'ai un exemple, puisque on a développé maintenant depuis l'automne, on a sorti une version 4.0 de Yest avec un premier workflow LLM. On est en train d'en développer un deuxième. Donc Yest, pour les personnes qui ne le connaissent pas, un outil de conception de test qui permet d'accélérer la conception et de garantir la couverture, basée sur une approche visuelle de la conception de test, donc sur la modélisation de parcours et de règles. Il y a des tables qui sont associées donc au modèle que vous voyez. Donc l'idée, c'est bien de soutenir ce travail qui part du backlog, en fait, d'exigences et de user story vers les outils de test management, le test manuel et le test automatisé dans tous les environnements possibles. Et le premier workflow qui a été intégré, un workflow IA, donc workflow basé sur des modèles de langage, consiste à refactorer, optimiser et intégrer donc dans cette démarche de conception visuelle des tests, eh bien, une suite de tests existantes. Donc, imaginez dans votre référentiel de test, une suite de tests que vous voulez améliorer, reprendre, vous optimiser, par exemple enlever les doublons, etc. Eh bien, un premier outil IA, d'un premier traitement IA va analyser l'ensemble des pas de test et l'ensemble des résultats attendus pour proposer des factorisations, des uniformisations, parce que souvent, on a des actions similaires qui peuvent être exprimées de façon différente, donc faire un travail aussi de refactoring pour introduire des paramètres lorsque nécessaire, donc un travail qui va suggérer donc une réécriture de certaines actions et de certains résultats attendus. Et puis, à partir de ce matériel amélioré du point de vue de sa rédaction uniformisée, eh bien, un travail de génération du parcours graphique qui va permettre d'optimiser, c'est-à-dire d'enlever les tests en doublon et puis d'avoir finalement la même couverture avec un patrimoine optimisé. Et ça, c'est traité au travers d'un workflow LLM avec un premier traitement d'uniformisation qui a été mis en place avec un petit modèle de langage. Et c'est important que je vous parle de ça parce que il y a ce souci d'avoir finalement le bon traitement, c'est-à-dire là,
on a utilisé un langage qui analyse, donc qui fait de la factorisation, qui analyse les étapes et qui détecte les similarités de façon sémantique. C'est un modèle de langage, mais on a pu le fine-tuner, l'adapter pour avoir un traitement avec un modèle de petite taille, peu consommateur, qui est embarqué, qui peut tourner sur donc une CPU en l'occurrence. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on adapte. Mais vous voyez, on a bien un traitement LLM. D'abord, cette tâche d'uniformisation avec l'intervention de l'utilisateur qui va éventuellement faire des choix ou qu'est-ce qu'il de préférence d'uniformisation. Et puis derrière, la la génération du parcours de test en optimisation qui fait aussi appel à un LLM, mais avec un LLM qui peut être adressé à un LLM local, par exemple, qui est un LLM de l'entreprise, en tout cas pour lequel l'entreprise a mis en place les accès et via son API. Donc vous voyez, ce que je veux vous décrire là, c'est une approche d'intégration de la valeur apportée par les traitements, non pas dans un mode chatbot, mais bien dans un mode workflow LLM, c'est-à-dire avec une séquence de traitements ici qui sont intégrés avec finalement une adaptation du modèle à utiliser en fonction du besoin. Voilà. Donc, voilà un exemple avec Yes, mais vous pouvez imaginer beaucoup de traitements basés sur les workflows LLM. Alors, les agents sont une autre architecture. Et cette architecture, elle a une ambition supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des modèles de raisonnement, donc des modèles qui ont capacité justement à planifier les tâches, auxquels sont associés des outils, c'est-à-dire des capacités à appeler des fonctions. Les outils sont des fonctions qui permettent de réaliser des choses concrètement, mettre à jour une base de données ou aller remplir un champ sur une interface, et puis qui gèrent une mémoire court terme et une mémoire long terme. La mémoire court terme permet de savoir où est-ce qu'on en est dans une tâche donnée. Donc là, on parle de tâche. C'est une tâche à réaliser par un agent. Et une mémoire long terme pour donner la possibilité à l'agent de s'améliorer à partir des tâches qu'il réalise et donc d'avoir une connaissance de ce qu'il a déjà réalisé. Donc vous voyez que dans ces agents, on intègre non seulement des capacités d'action, c'est un élément clé de planification, d'action, avec la possibilité de percevoir où j'en suis, donc d'analyser l'état du système dans l'interaction, mais aussi d'interagir avec l'humain, avec l'utilisateur, dans le contexte d'un dialogue dont l'agent prendra l'initiative. Donc l'humain va lui désigner une tâche et l'agent va pouvoir à un moment donné, si besoin, et il n'y a pas toujours besoin, de demander de l'aide ou d'établir un dialogue ou de demander le consentement pour une action à l'humain. Donc vous voyez, on est dans une ambition plus forte que les workflows, dans la mesure où il y a capacité de planifier, d'agir, et si vous voulez, cette capacité de planification d'action et de perception de l'environnement, elle permet d'avoir des agents IA réactifs. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe, la tâche, je vais vous donner un exemple, je vais vous montrer, on va faire une petite démo, peut être donnée à assez haut niveau et il va s'adapter à ce qu'il découvre, par exemple en parcourant une application et s'adapter à la réalité de cette application pour toujours réaliser la tâche et son objectif et éventuellement introduire un dialogue. Donc le point fort de ces systèmes, c'est leur capacité, leur intelligence, entre guillemets, c'est-à-dire leur capacité de raisonner et de s'adapter à ce qu'ils vont percevoir. Par exemple, analyser une image écran pour constater qu'il y a là une demande de cookies, avoir une politique et décider de l'accepter ou de la refuser pour passer à la suite. Vous voyez, donc, et le cookie peut ne pas apparaître, mais il y a plein de situations qui peuvent être comme ça à prendre en compte, et l'architecture est extrêmement capacitaire, elle a beaucoup de capacité pour faire ça. Donc voilà, quelque chose de puissant qui s'appuie sur ces capacités des modèles en leur mettant à disposition des outils et en gérant une mémoire court terme et long terme. Alors, en réalité, la plupart des cas des développements d'agents utilisent une architecture multi-agent. Pourquoi? Parce que lorsque on réalise des traitements complexes, comme ceux que je vais vous montrer, eh bien, il est intéressant de spécialiser
et d'orchestrer plusieurs agents qui chacun vont faire une tâche particulière. Prenons cet exemple-là où j'ai découpé mon agent en un orchestrateur. C'est celui qui est justement à partir de la tâche qu'il analyse et qui planifie et qui va donc à un agent acteur lui demander de faire une tâche précise à un moment précis. Vous voyez, donc une micro-tâche qui est une étape finalement de la réalisation de la tâche. L'acteur va réaliser l'action qui lui est demandée, enfin va déjà établir comment faire et le faire, donner son compte rendu à l'orchestrateur qui lui-même peut constater que il n'y est pas arrivé parce que telle ou telle raison et lui dire non, tu t'y es mal pris, refais les choses dans cette voie-là. Et là, évidemment, avec l'idée que l'action cette fois se passe bien. Donc vous voyez, ce découpage est très performant parce qu'il permet de spécialiser l'agent orchestrateur sur cet aspect d'analyse et de planification et d'analyse des réponses de l'acteur. Et l'acteur, lui, il est spécialisé sur les outils qu'il manipule euh, dans son champ d'action, hein, ici. Donc c'est ça l'idée. Les architectures multi-agents permettent de spécialiser les différents composants de notre grand agent pour pouvoir réaliser de façon performante des tâches complexes. Alors, je vous ai parlé de workflow basé sur les modèles d'IA, hein, les grands modèles de langage. Je vous ai parlé d'agents IA et finalement les deux sont à notre service dans le contexte donc de l'IA pour les tests. Mais on peut faire une différence. Les workflows sont des workflows, des enchaînements prédéfinis avec l'intervention humaine, ou, comme je vous l'ai montré par exemple dans YEST. Et donc, il y a de nombreuses suites d'activités qui sont intéressantes à réaliser avec des workflows. Les agents sont une délégation plus forte, c'est-à-dire que je vais déléguer une tâche et bien sûr que cette délégation est dans un cadre avec le fait que l'agent va, par exemple, me demander un consentement ou me permettre de valider telle chose avant de le réaliser, hein, mais pour autant, il y a délégation. Et donc, tout n'est pas pertinent à être délégué à une IA, mais des choses sont pertinentes. Et nous, on pense que notre expérience et les développements en cours nous montrent que exécuter des cas de test manuels tels qu'ils sont dans le référentiel, hein, les cas de test qui sont écrits pour être exécutés par un humain, eh bien, sont, éligibles, pertinents pour être réalisés par un sous-traitant qui ne sera pas un sous-traitant humain, mais un sous-traitant agent, et qui va donner bien sûr toutes les informations en retour sur ce qui a été fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qui a été constaté. Alors on pourrait imaginer d'autres tâches, hein, et évidemment ces agents sont nouveaux, mais vous voyez, on a entre les workflows LLM et les agents IA, deux sphères finalement d'intervention. Et si on reprend depuis le début, les chatbots IA ont leur pertinence, les workflows LLM ont leur pertinence pour certaines activités, les agents IA pour d'autres activités. Mais voilà, c'est important d'avoir finalement une compréhension de l'ensemble de ces architectures, hein, d'IA générative qui sont mis au service de l'automatisation des activités de test. Alors, rentrons donc une première petite démo, et je vois qu'il faut que j'accélère un peu, je suis un peu lent, mais c'est pour la bonne cause. Je voulais juste vous montrer un exemple d'agent donc qui est un des agents du marché, mais il y en a plein, hein. J'aurais pu vous montrer l'agent Manus, un agent chinois, donc qui est celui d'OpenAI, qui est évidemment un des agents performants parce que je voulais vous montrer à quoi ça correspond. Donc vous voyez là, je suis sur mon interface ChatGPT. Vous voyez bien mon écran, hein. Si Emma, si jamais il y avait un problème d'écran, il faudrait me le dire dans le chat, mais j'imagine que vous voyez. Donc pour accéder à Operator, moi j'ai pris du coup l'abonnement pro et je vais avoir Operator dans mes possibilités. Alors, c'est quoi l'interface? Elle est très simple, hein. C'est un prompt, enfin une fenêtre de prompt, et cette fenêtre de prompt, comme d'habitude, mais elle est orientée tâche. Donc ici, je vais lui mettre une simple consigne, inscris-moi à la newsletter de Smart Testing. Hein, donc, vous voyez que c'est bien une tâche. C'est une tâche à réaliser avec une action concrète. C'est pas trouve-moi les informations sur ceci ou génère des cas de test. Non, c'est une tâche
avec une action concrète qui est une action inscris-moi, c'est un verbe d'action. Et lorsque je lance Operator, il va lancer la tâche, il commence à réfléchir. Alors on voit pas toujours les réflexions, elles sont en haut, hein, on voit qu'elles défilent ici. Hein. Donc il va commencer par chercher finalement, puisque c'est bien gentil, mais lui ne connaît pas Smart Testing en tant que tel. Il va donc aller faire une recherche, hein, utiliser un outil qui est une recherche, de telle façon que on l'espère. Alors j'espère que ça va bien marcher. Ben voilà. Donc il tombe, vous voyez mon écran, hein, je vais l'agrandir, donc ici, et il va trouver la newsletter. Il va ici, alors il se trouve que comme je l'avais déjà lancé, il a retenu mon nom et mon prénom, mais vous voyez, il identifie quelles sont les informations et il me dit, ben, pour finir, il entre en dialogue avec moi. L'agent entre en dialogue avec moi et me dit, OK, voilà vous devez me fournir pour finir le travail. Donc, bien sûr, les informations requises et puis un certain nombre de choix d'intérêt sur Gravity, Yes, voilà, la formation IA en anglais, en français. C'est bien. Je vois bien qu'il a réalisé que si je lui donne ces informations, il va lui-même finir mon inscription, c'est-à-dire compléter la tâche. Voilà, hein, je voulais vous montrer cet exemple d'agent donc à l'œuvre, hein, euh, pour être un peu concret. Et vous voyez que là, on a un certain type d'agent, un agent qui est capable d'opérer sur ce qu'on appelle un Computer Use Agent, un agent capable d'opérer sur un agent digital, hein, capable d'opérer sur l'ordinateur, dans n'importe quelle interface d'ailleurs, hein, aussi bien sur web, sur mobile ou sur application ou sur OS. Et vous voyez aussi les éléments clés. Il va planifier la tâche, il va agir là dans son domaine, mais il va aussi dialoguer avec l'utilisateur en fonction du besoin. Alors, on va maintenant rentrer dans le domaine du test et je vais vous présenter finalement les développements que l'on réalise à Smart Testing et qui sont en train d'aboutir à un produit opérationnel, c'est-à-dire un agent IA à qui on confie la mission d'exécuter des cas de test manuels. Donc des cas de test tels que ils sont développés dans le référentiel. Hein, donc pour définir le périmètre, on parle d'exécution des cas de test du référentiel de test dans l'outil de test management, qui sont spécifiés en langage naturel, ça peut être du Gherkin, mais on a des tests qui sont spécifiés classiquement, vous le verrez dans l'exécution, donc action de test, résultat attendu. Hein. L'agent travaille sur l'interface exactement comme un testeur humain, c'est-à-dire qu'il réalise les actions sur l'interface, il analyse les résultats attendus à partir de ce qu'il constate sur l'interface et il fournit des rapports d'exécution détaillés avec les analyses et avec les captures d'écran, hein, pour qu'il y ait toutes les preuves d'exécution et évidemment un statut d'exécution. Alors, comment ça fonctionne? Comment l'agent d'exécution de test fonctionne? Eh bien, il va lire donc le cas de test, c'est-à-dire lire les étapes de test, les interpréter, réaliser les actions ici, donc sur l'application, on va utiliser cette application de petite annonce et ces cas de tests-là, et il va à chaque étape se confronter bien sûr au résultat attendu, confronter le résultat obtenu au résultat attendu de telle façon qu'il va donc fournir un statut de test, statut habituel. On est en train d'introduire le need help, parce que dans certains cas, il aura besoin donc de dialogue ici avec l'analyse de test qui est la personne qui a défini ce qu'il fallait tester, donc qui a créé ce cas de test qui est exécuté par son testeur IA. C'est ça l'idée, hein. Et si on rentre un peu plus précisément dans l'architecture, comment on l'a implémenté, hein, comment est implémenté, eh bien, il y a une architecture, comme je l'évoquais, multi-agent, c'est-à-dire 3 rôles finalement qui structurent le traitement. Un rôle d'orchestrateur qui va suivre l'avancement et qui donne pas à pas le verdict, hein, qui produit aussi le dialogue avec l'humain. Hein. Il y a un acteur qui lui est doté de capacités qui sont les outils qu'il peut utiliser. Typiquement, il va pouvoir cliquer, remplir des champs, ouvrir un onglet, enfin
tout ce qu'il faut faire pour réaliser donc une navigation là, puisqu'on pour l'instant on travaille sur web, hein, mais l'idée c'est de pouvoir l'étendre au desktop et au mobile, mais voilà, et qui va évidemment analyser au travers de la capture d'écran qu'est-ce qui a été fait, donner un statut qui est analysé par l'orchestrateur qui lui-même va mettre en œuvre l'asserteur. Donc vous voyez, il y a vraiment un rôle de vérification, hein, qui intervient, qui analyse, qui réfléchit et qui dit oui par rapport à ce qui était attendu, par rapport à ce que je constate, par rapport à ce que je vois, hein, puisque là on parle de vision, eh bien voilà ce que j'établis, ou au contraire, voilà le problème que je rencontre, que je détecte, et tout ça c'est ensuite analysé par l'orchestrateur qui va passer à l'étape suivante ou s'arrêter sur un verdict fait, etc. Donc vous voyez, une petite musique là qui s'établit avec notre architecture multi-agent. Alors, bah, écoutez, je vous propose que euh, vous l'essayez en même temps, si vous le souhaitez, hein, en même temps que je vais, moi, vous faire la démonstration, la présentation, hein, donc d'un exemple d'exécution. Donc, je vous laisse noter l'adresse, hein, donc c'est avant smarttesting.com, vous avez TestRunner dans un HTTPS. Et concrètement, c'est cette application-là que vous voyez, sur lequel qu'on a pris comme exemple, donc une application de petite annonce qui fait partie des benchmarks de l'IA et qu'on a repris pour nos propres benchmarks. Et puis, un cas de test que je vais vous montrer, hein, mais qui est rédigé en Excel de cette façon-là, c'est-à-dire avec les pas de test, enfin les numéros de pas de test et puis les actions de test et le résultat attendu de chaque étape. Voilà, donc c'est l'environnement de test, le cas de test et l'agent test runner qui agit. Donc je vais passer à la démonstration. Donc lorsque vous vous connectez sur cette adresse, vous arrivez ici et évidemment moi je vais non pas m'enregistrer, excusez-moi, puisque je suis déjà enregistré, je vais me loguer, hein, dessus. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on trouve donc, ce n'est pas le produit. Le produit que l'on développe, c'est ce service qu'on va exécuter, mais intégré dans les outils de test management, typiquement X-Ray, c'est sur qu'on travaille, typiquement Xqual, on a un partenariat avec Xqual, et puis l'ensemble, on vise à adresser l'ensemble des outils de test management à terme. Mais l'idée est bien que l'utilisation d'un agent IA se fait dans l'environnement du testeur. Et c'est vrai pour tous les agents IA, c'est comme ça que ça doit être conçu. Et l'environnement du testeur, c'est le référentiel du test, c'est l'outil de test management. Donc là, vous accédez à un démonstrateur finalement qui permet de partager et puis donc hein, vous avez vu, il y a des précautions. On travaille sur des applications accessibles publiquement et puis on ne met pas d'informations confidentielles. Donc, vous voyez ici, c'est l'application sous test. Donc ça, c'est une information qui apparaît dans URL ici. Et puis, j'ai une description des actions, hein, qu'on peut retrouver aussi ici. Hein. Bon, alors je l'ai fait court, hein, mais on peut avoir des tests de 15 steps. Ça n'a pas d'importance. Je l'ai fait court parce que, voilà. L'idée était de ne pas prendre trop de temps. Donc, vous avez sûrement lancé l'exécution. Donc, vous voyez que ça met un peu de temps, mais c'est du temps masqué. Hein. Votre agent, il n'est pas. Imaginez que vous confiez à un sous-traitant ou qu'il y ait un alternant qui exécute un certain nombre de tests, vous n'êtes pas derrière lui. Donc, lorsque vous lancez ici l'exécution, elle est par exemple, voilà, elle tourne en temps masqué. Hein. Elle est comment dire, la nuit, le week-end, enfin, la journée, enfin, quand vous voulez, c'est toujours disponible. Hein, c'est de la technologie qui est derrière et cette technologie, elle ne prend pas de vacances, évidemment, ni de week-end. Donc, c'est juste pour dire que oui, il y a un peu de temps. Pourquoi il y a un peu de temps? Parce que justement, c'est minutieux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, il y a des traitements alternatifs, il y a des modules de recovery, etc. Donc, c'est ça qui fait que
ben, on prend le temps de faire les choses bien, hein, l'agent IA prend le temps de faire les choses bien. Donc, vous voyez, on a des explications. Alors, elles sont aujourd'hui en anglais, puisque c'est comme ça qu'il a été designé, hein, en première intention, mais euh, voilà, la langue pourrait être adaptée. En tout cas, ce que je veux mettre en avant ici, c'est qu'il y a une vision de détail dans les avancées, hein. On voit ici l'image écran, et donc, derrière cette image écran, il y a l'analyse. Est-ce que c'est bien conforme à ce qui est demandé? La page d'accueil s'affiche, le mot-clé iPhone ici. Vous voyez, puis l'autre étape de test maintenant qui est en train d'être réalisée, on est sur la troisième, eh bien, c'est derrière, est-ce qu'on a bien les bons résultats pour la recherche? Et la quatrième qu'on verra après, c'est donc le tri alternatif, hein, on va retrier la liste. Et donc, à chaque fois, vous voyez, on voit qu'il y a des actions qui sont réalisées. Par exemple, là, on vérifie qu'on a bien la saisie ici du mot-clé, hein, dans la recherche, et lui-même le dit, il voit bien qu'il a vu le mot-clé. Et sur cette étape-là, ben, on voit ici qu'on a bien un listing résultant, que ce listing, que les annonces parlent bien d'iPhone. Donc il y a une vérification qui est faite, hein, il y a bien une vérification sémantique, comme l'humain le ferait. Il vérifie, ah ouais, c'est bien iPhone, c'est bon. Voilà. Et puis, alors, si je vais reprendre ça, hein, vous voyez que là, elles sont traitées par les plus récentes. Et l'étape d'après, c'est de changer le tri ici pour les plus chers d'abord, mettre dans l'ordre décroissant du prix. Et donc, vous voyez, il faut de l'intelligence quand même pour aller bien vérifier. Enfin, là, il y a du raisonnement. Est-ce que la première est bien plus chère que la deuxième, etc. Et c'est ce qui est réalisé euh, concrètement par, vous savez, par le module, hein. Donc là, on voit qu'il nous dit qu'on voit bien que le prix est bien dans le menu déroulant, c'est bien Higher Price First qui est sélectionné dans le menu déroulant. Et on voit bien ici que l'iPhone là est plus cher que, donc ça a bien été réordonné. Et on peut le constater visuellement, hein. Ici, les trois éléments, comme on ferait un test humain. Donc, c'est ça l'idée d'un agent à qui on délègue, c'est qu'il travaille comme un humain travaille, avec les mêmes pertinences. Voilà. Bon, vous essayerez vous-même, hein, et vous pourrez vous faire une idée. Donc, je vais terminer maintenant cette présentation de façon à ce qu'on ait un petit peu de temps pour dialoguer. Donc, vous avez vu l'agent à l'œuvre. Et peut-être ce qui est intéressant de dialoguer, c'est finalement qu'est-ce que ça apporte. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, donc les solutions apportées à l'exécution des cas de test, exécution sur les HM en particulier, puisque c'est là-dessus qu'on est, eh bien, c'est le testeur fonctionnel qui s'y colle avec les problèmes qu'on connaît de manque de disponibilité, ou bien on rentre dans un travail et dans un effort, que ça soit d'ailleurs script no code ou pas no code, hein, assisté par l'IA ou pas assisté par l'IA, mais sur lequel on va nécessairement avoir besoin de compétences spécifiques pour la mise au point du code de test, un travail parce que finalement c'est bien l'analyse de test qui a la vision de la pertinence des tests, donc des effets silos qui apparaissent, hein, on le sait, qui limitent d'ailleurs souvent la portée des tests scriptés automatisés. Et l'agent IA offre une alternative vraiment nouvelle et intéressante parce que il est disponible, il traite sans effort d'automatisation, puisque l'agent prend en entrée les tests du référentiel et puis va s'adapter au changement, puisque les tests évoluent, mais l'agent, il prend le script évolué et puis il n'a aucun problème avec ça. Enfin, le script, pardon, le cas de test qui a changé et il n'a aucun problème avec ça. Donc, on a une exécution automatique sans efforts d'automatisation. Donc, vous voyez, c'est clairement des perspectives voilà, intéressantes. Mais c'est vous qui jugerez et certainement ça vous pose un certain nombre de questions. Alors, ben, on a presque fini, hein. Évidemment, une des questions clés, c'est la confiance. Et quand on creuse ce sujet, quelle confiance j'ai dans l'IA? Quelle confiance j'ai dans mon agent IA? Ben, finalement, on retombe sur notre savoir-faire, c'est-à-dire que la confiance,
elle s'obtient par le test. Alors, il y a deux points de vue, hein. Il y a le point de vue de l'utilisateur qui va construire la confiance comme avec un sous-traitant à qui on délègue les tests manuels par les évidences de la pratique, de voir qu'effectivement les exécutions sont OK, sont bien réalisées, qu'il y a toutes les évidences et qu'après un certain nombre de checks, bah, tout se passe bien et donc on fait confiance. C'est ce qu'on fait hein, dans la relation interhumaine. C'est le temps qui nous apporte cette confiance. C'est pas, il n'y a pas de confiance a priori, elle se construit. Et du point de vue de la construction, nous, en R&D, au sein du laboratoire IA de Smart Testing, ben, la confiance, elle s'obtient par le test. On a développé un benchmark très large et qui continue à augmenter d'applications représentatives et de cas de tests représentatifs, d'ailleurs fait avec des partenaires de la communauté, hein, qui nous permet d'avoir cette représentativité-là, d'automatiser nos vérifications du comportement de l'agent, de le corriger. Et finalement, c'est une application informatique, cet agent, qui est basée sur l'IA générative et qui permet donc derrière de s'assurer que son comportement est OK. Voilà, donc bah, écoutez, j'étais content de partager ça, partager aussi avec vous bah, le fait que, pour conclure, hein, vous savez qu'on a une formation IA qu'on a montée déjà quelques temps et qui est en train de devenir certifiante ISTQB. Hein, la certification est dans sa dernière étape, mais vous pouvez donc y accéder ici. Et puis, bah, on est aujourd'hui, donc on a réalisé depuis maintenant quelques semaines ce démonstrateur. On est en train de travailler sur la version produit donc, qui est intégrée aux outils de management de test et en particulier dans Jira X-Ray. Et voilà, c'est quelque chose pour lequel on sera évidemment intéressé d'avoir des relations avec vous si ce sujet vous intéresse et d'avoir bah, des expérimentations dans votre contexte parce qu'on a encore évidemment plein de sujets en particulier sur le dialogue entre l'IA, l'agent IA et l'humain. Voilà, j'ai donc terminé. J'ai peut-être pris un tout petit peu plus de temps que, que prévu, mais à peine. Hein. Je voulais m'arrêter entre 40 et 45. Et ma collègue Emma va m'aider là pour justement que on aborde les questions et cette phase de questions. Donc Oui, bonjour à voilà. tous. Merci d'avoir participé du coup au webinaire. Bruno, on a quelques questions. Je vais essayer de sélectionner les plus pertinentes et celles qui pourront répondre un peu aux interrogations de tout le monde. Donc, on a une première question qui dit sur la slide des cas d'usage de l'IA, vous nous donnez une tendance d'usage par nos pairs, mais sur quelques points décrits dans les différentes réponses, les agents IA apporteraient le plus de plus-value, d'après la théorie et en pratique, car la théorie n'est parfois pas vérifiée, ou au contraire, un cas d'usage non envisagé par la théorie se détache dans les pratiques des utilisateurs des agents. Mhm. Ben, écoutez, c'est encore, enfin, on est dans cette phase d'émergence assez rapide, hein, quand même, il faut le dire, hein, mais quand même d'émergence et d'infusion. Donc la communauté, ben, elle pratique et je dirais qu'il faut voir le couple workflow LLM et agent. Donc si je prends les tâches de conception de cas de test, pardon, je ne voulais pas afficher ça. Si je considère ces deux là pour répondre, hein, pour moi la conception des cas de test est aujourd'hui très puissante, mais nécessite impérativement un contrôle humain qui, qui conduit à privilégier très nettement l'intégration dans le workflow sous forme de workflow LLM, c'est-à-dire sous forme de briques qui font appel avec des prompts qui ont été configurés, mais à chaque étape du traitement de l'IA, l'humain est nécessairement dans la vérification parce que la génération de cas de test par modèle IA présente trop aujourd'hui de risque d'être trop approximatif pour être pour être délégué. Mais il y a beaucoup de valeur, hein. Il y a beaucoup de valeur du point de vue de la productivité. Donc, c'est du workflow LLM ici. Et l'automatisation des tests, ben, c'est nous, clairement quelque chose qu'on voit sous forme d'agent. Après, ben, faut rentrer dans le détail, hein. Analyse d'anomalies, peut-être que voilà, il y a certainement des choses qui peuvent être faites sous forme d'agent avec une certaine délégation, parce qu'il y a des choses qui peuvent être très clairement vérifiables. En fait, bon, vous voyez,
je vous parle de mon expérience très concrète, hein, parce que c'est des choses que vraiment on pratique. Mais je dirais que il faut challenger les deux architectures, Workflow LLM et Agent IA, et effectivement prendre en considération la capacité à vérifier la tâche. Si elle est vérifiable, un agent est intéressant. Si c'est forcément l'humain qui vérifie, vérifiable automatiquement, alors c'est plutôt Workflow. J'ai peut-être été un peu trop long dans ma réponse, mais voilà, j'ai essayé de répondre. Emma, je te repasse la parole du coup. Oui, alors une autre question. Quand vous parlez d'apprentissage, est-ce seulement sur un flux de données, comme dans les chats de ChatGPT ou Mistral, ou même une fois que l'on sort d'un flux de données? Alors, c'est une très bonne question. Je sais plus, je vais prendre ce slide-là pour illustrer. En fait, voilà comment on perçoit les choses. Lorsque vous avez un référentiel de test au sein de l'entreprise, l'équipe a du métier et souvent dans le référentiel de test, dans l'expression des cas de test, il y a de l'implicite. Et donc, qu'on attend d'un agent, c'est qu'il sache faire les choses qu'il doit faire. Par exemple, il doit ouvrir un onglet, il doit télécharger une pièce, une pièce jointe, il doit envoyer un mail, il doit remplir un champ, il doit, etc., des tâches. Il doit savoir faire ça, il n'y a pas besoin de lui apprendre. Par contre, lors de l'analyse, lorsqu'il analyse une action de test, dans certains cas, cette action de test, elle n'est réalisable qu'avec le background finalement métier. Eh bien, on a maquetté l'agent IA qui va interroger l'analyse de test. Donc, c'est fait en off, hein, il s'arrête sur une étape, il dit, ben là, voilà, je ne comprends pas cette instruction et il ne peut pas la comprendre puisqu'il lui manque en fait des informations contextuelles. Et, qui, et ce dialogue-là va créer une acquisition de connaissances, qu'une acquisition de connaissances non pas par entraînement de modèle, mais par établissement de la connaissance éditable, révisable et transparente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'agent va s'enrichir de connaissances liées au projet qui sont transparentes, qui sont révisables, c'est-à-dire que éditables, c'est-à-dire qui vont pouvoir aussi être utilisées pour dire, bah voilà, j'analyse tel statut parce que j'ai constaté ça, mais qui vont augmenter finalement ses capacités au fil du temps. Donc, quand je parlais d'acquisition de connaissances, c'est pas c'est pas au niveau du modèle, c'est vraiment une couche de connaissances littérale, écrite en français, en anglais, qui va être à la disposition de l'agent et connue de l'utilisateur. Et ça, franchement, les tests qu'on a faits, c'est très prometteur parce que il faut vraiment voir ça comme la relation qu'on a avec, par exemple, un junior. Vous prenez un alternant, il ne connaît pas tout du point de vue du contexte. Il vous pose une question, vous lui répondez, il a appris, il apprend, il ne va pas vous répéter la même question normalement. Le coup d'après, bah, ça va être pareil avec l'agent. Il apprend du contexte et du dialogue. Et c'est comme ça qu'il va progresser et s'enrichir dans ses capacités. Bon, voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question, mais voilà, on pourra échanger aussi sur LinkedIn ou ailleurs si vous le souhaitez. On peut peut-être en faire une dernière. Oui. Donc, est-ce que ça pourrait remplacer les outils d'automatisation de tests comme Selenium ou Cypress? La réponse est oui, hein. C'est-à-dire que je pense que sur un champ important, comment dire, là, je voulais remettre ce slide-là. Je pense que sur un champ important des référentiels de test, des cas de test, les agents vont remplacer cet effort humain-là, l'effort d'automatisation. Si vous voulez, dans une certaine mesure, il faut voir l'automatisation scriptée comme un solublème. Notre problème, c'est d'exécuter des tests. Et on n'a rien trouvé de mieux que de créer un code qui est coûteux à maintenir, qui casse facilement. Alors, je suis d'accord, hein, que l'IA est maintenant rentrée dans la boucle, mais à la fin de la journée, il faut quand même vérifier, reprendre, et ça demande des compétences spécifiques. Et je crois qu'il va y avoir un espace qui va se créer,
entre des tests qui vont rester en manuel pour des raisons, par exemple, liées au dispositif entre devices, enfin, des choses compliquées à gérer par un agent, que certains aspects automatisés vont rester et que les agents IA vont prendre une place au milieu euh, qui va être liée à cette capacité, cette disponibilité. Donc ma réponse est oui, les agents vont manger une partie du travail qui est aujourd'hui celui de l'effort d'automatisation et je pense qu'on en sera tous contents parce que aujourd'hui, maintenant c'est compliqué et que finalement, si on a une alternative qui permet d'être directement au service de l'analyse de test, testeur fonctionnel, sans passer par la casse-code, je crois que voilà, beaucoup d'organisations de tests seront intéressées. Donc la réponse est oui. Alors, on verra, hein, je ne dis pas dans le marc de café, mais c'est ce qui, je suis très convaincu que c'est cette émergence-là qu'on va vivre ensemble. Et ben voilà, euh, il est 11h55, c'est une bonne heure pour s'arrêter si vous voulez. Donc je remets les actions, hein. On serait vraiment enchanté de vous avoir comme expérimentateur sur notre agent, hein. Donc ici, vous aurez donc vous aurez l'historique de vos runs, hein. Vous voyez, on a fait ce run-là qui s'est terminé en succès. Voilà, donc il y a 17 minutes. Et puis, il y a des petites incentives, comme c'est une plateforme un peu expérimentale. L'idée, c'est de vous demander finalement de dire, d'analyser si vous trouvez que l'agent se comporte correctement par rapport à ce qui est attendu de votre côté, par rapport au type de test que vous faites. Et puis, évidemment, ça nous aide. Non pas, on n'entraîne pas de modèle avec ça, hein, mais on va s'en servir pour comprendre où est-ce que l'agent se débrouille moins bien et l'améliorer. Donc voilà. Et puis si vous êtes intéressé par voilà, partager une formation ou faire une formation avec nous, ce serait les bienvenus. Donc vous allez voir un petit sondage, mais je vais peut-être te laisser conclure cela, Emma, sur le petit sondage qui va dérouler maintenant. Oui, bien sûr, si vous pouvez du coup remplir l'enquête de satisfaction à la fin du webinaire, c'est toujours utile pour nous pour vous proposer du contenu de qualité et avoir un petit feedback. Mhm. Aussi, comme il y avait énormément de questions là sur cette session, on prendra le temps d'y répondre et vous recevrez un mail avec le replay et aussi avec du coup les réponses aux questions principales. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder vos mails là dans les prochains jours, vous aurez toutes les réponses. Très bien. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, voilà, au plaisir voilà, de vous rencontrer, d'échanger avec vous pour rentrer dans le détail de ces avancées technologiques au service des testeurs et du changement que ça va apporter dans nos pratiques. Merci à vous. Donc, on va clôturer le webinaire et encore une fois, merci pour votre participation.